Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Premier épisode du journal du Mercato nantais cet été, et je pense qu'il va y en avoir de nombreux tant le chantier s'annonce assez énorme pour le FC Nantes cet été. Donc bon, il fallait évidemment commencer quelque part. J'attendais pendant longtemps de savoir quel serait le futur coach du FC Nantes. Il s'avère que ces dernières semaines, son identité avait quelque peu filtré, mais les négociations été assez intenses entre Dunkerque et Nantes pour l'arrivée de l'entraîneur Luis Castro, entraîneur portugais, qui a fait une saison un peu révélation avec Dunkerque, hissant le club 16e budget de Ligue 2 à la 4e place, autour évidemment d'un projet notamment orchestré par Dembaba à Dunkerque de main de maître. Bref, c'est une équipe qui a vraiment été plaisante à voir jouer. Donc Luis Castro devrait être le futur entraîneur du FC Nantes pour la saison prochaine. Donc lié à ça, c'est l'occasion aussi de faire un bilan sur l'avenir de plusieurs joueurs au FC Nantes qui devraient quitter le club, qui devraient du coup appeler à un vrai renouvellement d'effectifs que je réclame depuis 2 ans et qui devrait normalement avoir lieu cet été. Alors pourquoi ? Dans un premier temps, parce que faute de finances, Nantes ne pourra pas se permettre dans tous les cas de garder des joueurs qui souhaitent partir, et également parce que la direction nantaise semble enfin prendre le pli que dans la situation économique actuelle, c'est la formation qui peut sauver le club. La vente notamment probable de Nathan Zézé pour quasiment 20 millions d'euros permet notamment aux bornes nantais de se rendre compte que la formation était aussi un bon vecteur économique qui peut permettre au club de survivre en Ligue 1 et d'éviter une catastrophe un peu à la Bordeaux, qui joue actuellement en National 2. Donc voilà, il y a pas mal de sujets à aborder. Donc comme j'avais dit un peu en introduction, donc Luis Castro devrait être le futur entraîneur du FC Nantes. Alors mon avis sur la question, comment ne pas être heureux de voir enfin un choix assez ambitieux de coach au FC Nantes. À peu près tous les 3 coachs, on a un choix à peu près cohérent. Donc on a eu Pierre Aristouille, auquel on n'a pas vraiment laissé le temps de faire, auquel on a un peu coupé l'herbe sous le pied. D'abord au Mercato, où il n'a pas réellement choisi les joueurs qui formerait son effectif, et puis ensuite rapidement dès le mois de novembre, dès la première un peu déroute sur 2-3 matchs, on lui a coupé l'herbe sous le pied, on lui a dit t'es 11e, c'est n'importe quoi, on allait chercher Gourvenec, on a fait que plonger, il a fallu que le tonton Antoine Comboiré revienne pour sauver un peu le club in extremis aux alentours de avril-mai comme d'habitude. Nantes avait à ce moment-là fait une erreur, c'était de donner un contrat aussi long à Antoine Comboiré, 3 ans de contrat il me semble, donc jusqu'en 2027. En se disant qu'on allait construire sur Antoine Comboiré, je l'avais dit en juillet dernier, on ne peut pas construire avec Antoine Comboiré. Antoine Comboiré, c'est celui qu'on appelle quand la Ligue 2 commence à toquer à la porte, mais on ne peut pas construire sur un été avec Antoine Comboiré parce que tactiquement, encore une fois, je me répète, je trouve que c'est un entraîneur qui est facilement dépassé, qui est un peu vieille école, même carrément. Et donc, on remercie Antoine pour toutes ces années passées au club, on le remercie pour le sac en Coupe de France. Il fait partie évidemment des grands visages de cette épopée-là qui nous ont emmenés à vivre notamment un Juventus Nantes, où Nantes était allé accrocher un match nul là-bas. Il était sur le banc à ce moment-là, il nous a fait vivre des émotions, on ne pourra jamais lui enlever ça. Néanmoins, il aurait fallu que ça s'arrête dès la première aventure, il n'aurait pas fallu le rappeler dans la foulée et surtout espérer construire quelque chose avec lui. Cette saison aura un peu terni son image auprès des supporters. Gardons-en que le positif. Merci pour tout Antoine Comboiré, mais désormais Bem-vindo Luis Castro. Rassurez-vous, c'est le seul mot que je sais dire en portugais, donc je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là. Donc Luis Castro qui du coup travaillait déjà sur le Mercato nantais depuis plusieurs semaines selon Ouest France. Donc on devrait avoir un accord entre Dunkerque et Nantes autour d'une indemnité de départ en gros de 750 000 euros. Dunkerque réclamait 2 millions, alors ce qui était évidemment bien trop, non seulement pour les finances nantaises, et puis c'était surtout un coup de bluff pour essayer de la mettre à l'envers à Nantes. Au final, Luis Castro quitte le club de Dunkerque en bon terme, ça aurait pu partir un peu loin. L'entraîneur avait de toute façon indiqué à sa direction qu'il souhaitait rejoindre Nantes. Je trouve ça ambitieux, ça me laisse même plutôt, ça me donne une certaine hype en vue de la saison prochaine en Ligue 1, parce que sur plusieurs bancs, je pense notamment à Lens où Will Steele est parti et Pierre Sage est arrivé, il y a Genesio, il y a Eric Roy, bref, sur pas mal de bancs en Ligue 1, on n'a plus des entraîneurs un peu à l'ancienne qui vont bétonner sévère, etc. On devrait avoir normalement des entraîneurs avec un minimum d'ambition de jeu. Alors il y aura forcément des gagnants et des perdants, ça c'est sûr, mais au moins je trouve qu'on prend un pli assez footballistique malgré la situation qui est quand même assez dramatique dans le football français. Mais les clubs français comprennent aussi que ça passe par des projets sur 2-3 ans pour valoriser des joueurs et puis aussi pour valoriser des idées, des entraîneurs.
donner la chance à des Pierre Sage, à des Genesio qui ont parfois été moqués, parfois été maltraités, notamment à Lyon. Bah voilà, c'est quand même, je trouve, un signal fort d'envoyer. Et Nantes suit ce pli-là avec l'arrivée de Luis Castro, qui a des ambitions de jeu, du pressing d'attaquants, des défenseurs qui, je crois que Dunkerque est le club en Europe qui réalise le plus de pièges du hors-jeu, c'est-à-dire une ligne assez haute, bien alignée, très rigoureuse. À Dunkerque, c'était orchestré autour de 2 tauliers, dont un formé à Nantes, Vincent Sasso, avec notamment le capitaine Opa Sangnante, il y avait Géorgène à droite. Bref, c'est une équipe que j'ai adoré regarder toute la saison. J'ai longuement étudié un peu leur fonctionnement pour comprendre un peu les préceptes de Luis Castro. Alors la bonne nouvelle, si Nantes veut s'appuyer sur la formation en vue de la saison prochaine, c'est que c'est un coach qui s'adapte très bien aux effectifs qu'il a, et très bien à la jeunesse. Il sait tirer le meilleur de quasiment chaque joueur, je trouve. Il a un fonctionnement avec, on va dire, 2 lignes, une ligne offensive, une ligne défensive et un joueur au milieu de tout ça. Donc c'est un peu son joueur clé, c'est le numéro 6 en quelque sorte. L'année dernière, c'était Hugo Ragoubert qui était un jeune joueur prêté par Lille. Cette saison, ça pourrait être Douglas Augusto ou un autre joueur ou une recrue ou un jeune du centre, Bamet Deuf par exemple, qui est un numéro 6 qui excelle avec les U19. Donc on verra ce que ça va donner. Mais voilà, il a des schémas tactiques qui sont assez intéressants. J'essaierai de vous mettre en description de la vidéo. J'avais vu une vidéo sur YouTube qui était très intéressante sur une ou 2 séquences de jeu de Luis Castro qui expliquait un peu comment il fonctionnait. Donc si ça peut vous donner des idées de ce à quoi on pourrait s'attendre à Nantes, même si évidemment c'est 2 contextes différents, Dunkerque et Nantes. Mais bon voilà, c'est pour nous donner un peu un ordre d'idée. Moi je me réjouis de l'arrivée de Luis Castro. Pour moi ça va dans le sens des choses, c'est une bonne idée. Donc voilà, je salue ça. Maintenant, parlons un peu plus du mercato, des joueurs, de l'effectif nantais qui devrait se renouveler complètement cet été, avec le départ de notre Nico favori, de notre chouchou, du boucher de la Loire-Atlantique, du joueur qui nous aura fait vivre pendant 8 saisons tant d'émotions, tant de hargne sur le terrain. Il n'aura jamais triché, il aura mouillé le maillot du Stade de France à Turin. Bref, merci Nicolas Palois. Globalement, à chaque fois que j'achète un maillot du FC Nantes, 6 mois après, le joueur quitte le club. En 2014-2015, j'avais acheté le maillot de Georges-Kevin Nkoudou aux alentours du mois de février, mois de mars. 2 mois après, il signait à l'Olympique de Marseille. Cette année, j'ai acheté le maillot de Nicolas Palois il y a très peu de temps. Il quitte le club. Donc si j'avais su, j'aurais dû acheter le maillot de Florent Mollet il y a déjà quelques mois, même quelques années. Malheureusement, je n'y ai pas pensé. Donc voilà, Nicolas Palois quitte le club après 8 années. Je trouve que ça va aussi dans le sens des choses. Si on souhaite réellement avoir une fin de cycle, ça passe aussi par des aspects symboliques. Si Nicolas Palois joue encore avec Nantes, c'est pas un hasard, c'est qu'il n'y avait pas forcément mieux autour dans l'effectif nantais. Sa hargne a toujours fait du bien, mais avec un coach qui joue le piège du hors-jeu, tu peux pas trop évoluer avec un joueur aussi lent que Nicolas Palois. C'est normal, à 37 ans et après 8 années passées au FC Nantes, il avait plus les jambes de quand il avait 25 ans par exemple. Donc voilà, Nicolas Palois, merci pour tout, merci pour toutes ces émotions. Tu nous auras fait kiffer, j'espère, et je prie d'ailleurs pour espérer voir à la J3 ou à la J4 de Ligue 1, dans un match à domicile, la Beaujoire lui rendre un hommage qu'il mérite. J'aimerais bien qu'il soit invité par le club par exemple, et qu'en avant-match, globalement, toute la Beaujoire l'applaudit, qu'il y ait un tifo ou un message, je ne sais pas, je pense qu'il le mérite. Donc j'espère que ça aura lieu. C'est évidemment une bouteille lancée à la mer. On verra bien ce que ça donne, mais à mes yeux, il le mériterait. On ne tourne pas une page aussi facilement. Là où on va tourner un peu plus facilement, celle de Marcus Coco, qui, pareil, devrait quitter le club selon le papier de l'équipe. Il était en fin de contrat. 6 ans, malgré tout, passé au club pour Marcus Coco. Des débuts où il est arrivé en tant qu'ailier percutant. Il y a eu cette blessure qui est arrivée très très vite dans son aventure nantaise, qu'il l'a transformé un peu au fur et à mesure en un piston droit, puis en un latéral droit. Je pense malgré tout qu'il a des vraies qualités athlétiques assez intéressantes, notamment de vitesse, qui peuvent apporter à certains clubs. Ce qui lui manque, je pense, c'est un peu de sérieux footballistique, un peu voilà, s'il mettait un peu plus de sérieux dans sa carrière pro, peut-être qu'il aurait pu obtenir cette prolongation. Donc voilà, Marcus Coco quitte le club librement. Sorba Thomas, lui, retourne normalement du coup à Huddersfield, où il a été directement prêté ou acheté par Stoke City. Donc lui, il va poursuivre son aventure en Championship. Et quand je vois ce qu'il fait avec sa sélection, les Pays de Galles, face notamment à la Belgique, où il a fait un match XXL, je me dis qu'on commence peut-être déjà à avoir des remords de ne pas l'avoir vu au bon poste tout au long de l'année. Surtout que là, depuis vers début avril, il a montré vraiment des choses intéressantes, même à Nantes, avant qu'il parte.
Mais bon, c'est malheureusement assez logique, hein. Il a même été parfois écarté du groupe avant de revenir assez inlassablement avec Antoine Comboiré, où visiblement leur relation était assez étrange, assez difficile à décrypter. Moi je retiens notamment cette image à Rennes où il est sorti à la 20e minute de jeu, je crois, ce qui est quand même un peu une honte quoi pour un joueur filmé par toutes les caméras, tout le monde le regarde, il dit mais pourquoi il sort? Il est blessé? Ah non, il n'est pas blessé, non, c'est juste un choix du coach à la 20e. Ça m'avait donné un peu de pitié pour lui parce que je pense que la Ligue 1 n'est pas un championnat qui est adapté pour lui, mais je pense que ça reste un vrai bon joueur de foot. En témoigne aussi sa qualité de coup de pied arrêté qu'on n'avait pas à Nantes, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs dans l'effectif. Donc voilà, il devrait quitter le club, du coup il va quitter le club et il devrait jouer à Stoke City à partir du 1er juillet. Meshak Elia, lui, va retourner au Young Boys de Berne. Seydou Sow est déjà retourné à Strasbourg. On leur renvoie malheureusement un joueur qui s'est fait les ligaments croisés à l'entraînement. Il nous aura bien dépanné pendant 8-9 matchs. Donc voilà, merci Seydou Sow également de t'être un peu sacrifié pour notre maintien. Ça fait partie des joueurs qui y auront contribué. Même si évidemment j'espère que Nantes aura d'autres ambitions que jouer le maintien tous les ans, même si dans le contexte économique actuel ça va être compliqué, dans le sens où Waldemar Kita espère 40 millions d'euros de vente cet été, donc Nathan Zézé pourrait partir aux alentours de 20 millions d'euros. On parle beaucoup de rumeurs autour d'Ablin, j'espère que Nantes parviendra à conserver et Ablin et Douglas Augusto qui sont pour moi les deux joueurs à conserver absolument. Moses Simon devrait aussi partir je pense. On verra bien tout ce qui va se passer au niveau départ. Passons désormais au volet un peu des arrivées où il y a déjà quelques rumeurs qui commencent à arriver. Donc sur le même papier de l'équipe qui annonçait le départ officiel de Nicolas Palois et de notre cher ami Marcus Coco, Nicolas Kozza est annoncé potentiellement comme à nouveau prêté au FC Nantes pour une 3e année consécutive. Alors de mon avis, comme vous le savez, j'ai beaucoup critiqué le joueur toute l'année parce que j'estime que c'est exactement un aveu de faiblesse de dire que ce joueur-là est un bon joueur, tant c'est un joueur très moyen qui a juste un bon état d'esprit mais qui techniquement n'a pas le niveau Ligue 1 à mes yeux. Je trouve qu'à Nantes il est défendu parce que c'est un des moins pires, peut-être, c'est vrai, mais je trouve quand même que c'est un aveu de faiblesse de vouloir construire un effectif pour la Ligue 1 en ayant comme titulaire au poste de latéral gauche Nicolas Kozza. Je trouve que c'est un vrai aveu de faiblesse d'un club qui en gros va vraiment jouer sa survie jusqu'au bout quoi. Donc voilà, Nicolas Kozza, je suis pas vraiment emballé à l'idée que Nantes aille de nouveau le chercher à Wolfsburg. Heureusement, il a un salaire assez important, c'est loin d'être fait encore une fois, donc on verra, c'est juste une première rumeur qui arrive. Nantes a 2 joueurs certainement à aller chercher à ce poste-là, un titulaire et une doublure. J'espère que Kozza n'en fera pas partie. J'aimerais que, quand je dis un renouvellement d'effectifs, j'aimerais un vrai vent de fraîcheur sur cet effectif, même si Nantes n'a pas un rond à dépenser. Il y a un mercato idéal qui devrait sortir là dans 2 jours sur Nantes que je viens de tourner, où j'ai trouvé des solutions libres à moindre prix avec des prêts, etc. J'ai trouvé des solutions pour apporter un vrai renouvellement d'effectifs avec le moindre argent. Donc j'espère que Nicolas Kozza ne fera pas figure d'exception et que Nantes n'aille pas de nouveau le chercher parce que voilà, je trouve quand même que ça reste un joueur assez limité. Donc voilà. Nantes a malgré tout déjà fait un premier mouvement que je juge assez intéressant. Hugo Barbet devrait quitter le club en tant que 3e gardien. Il en avait un peu marre de ce rôle-là, sans trop de perspectives d'avenir dans le club, et c'est vrai. Donc il devrait résilier son contrat avec le FC Nantes. Alexis Mirbach, qui était le 4e gardien à Metz, le gardien titulaire de la réserve, titulaire en équipe de France U20, enfin en concurrence avec Justin Benguy. Là, il joue actuellement le tournoi Maurice Révélo avec Louis Leroux, etc. Du coup, Nantes, il devrait signer à Nantes, Alexis Mirbach. Jeune gardien, du coup prometteur, 20 ans, 1m92. Donc voilà, ça peut être globalement le plan nantais avec lui, ça peut être sur 3-4 ans, d'essayer de voir, de peut-être le passer doublure l'année prochaine quand Karlgren sera en fin de contrat, de voir à ce moment-là le niveau qu'il a, s'il y a besoin de le prêter, comme il y a eu avec un Robin Risser ou un Ewen Jawen en Ligue 2, il y a eu des bons coups comme ça. Donc voilà. Le plan nantais, c'est d'avoir un joueur assez prometteur à ce poste-là, parce que Tom Mabon devrait également quitter le club. Et globalement, au niveau du stock de formation, au niveau des gardiens, c'est assez compliqué. Même si là, j'ai vu que le gardien 19 là, des jeunes qui sont qualifiés en Youth League est assez intéressant. Mais bon, il est encore assez loin du groupe pro, et pour être titulaire à ce poste-là en Ligue 1, il faut quand même avoir un minimum de bagages, avoir un minimum de certitude. Donc on verra si Alexis Mirbach nous les apporte dans les années à venir. Moi, c'est un coup que je juge assez intéressant, sans trop connaître le joueur évidemment. Il joue avec la réserve de Metz, mais voilà, au moins, il y a une vraie projection sur l'avenir avec un jeune à ce poste-là. Donc voilà. Pour terminer un peu avec le volet des arrivées, Ouest France a sorti un papier à ce jour, juste avant l'annonce de l'arrivée de Luis Castro, disant que Nantes avait tenté de faire signer Josué Casimir, qui est
un milieu droit un peu dans un système à 3 du Havre, un milieu droit qui a enfin fait une vraie bonne saison avec le Havre, assez complet, c'est un joueur vraiment sous-coté en Ligue 1. Malheureusement, le joueur a préféré choisir le challenge auxerrois où il a d'ores et déjà signé jusqu'en 2028. Donc voilà, Josué Casimir ne devrait donc pas signer au FC Nantes. Et une autre piste qui là arriverait en cas de départ de Pedro Chirivella, c'est un joueur libre, donc Nantes on le sait, explore le marché des joueurs libres. Casimir était libre de tout contrat, Nantes n'a pas réussi à l'avoir. Mais Nantes, en cas de départ de Pedro Chirivella, surveillerait de près Louis Mouton, qui est en fin de contrat du côté de Saint-Etienne, qui a fait une saison que je vais juger moyenne en Ligue 1 avec les Verts. C'est pas le pire évidemment de l'effectif stéphanois. Bon, est-ce que je suis emballé? Je ne sais pas trop, surtout qu'au milieu de terrain, entre Coquelin, qui a d'ores et déjà été prolongé jusqu'en 2026, Douglas Augusto, Louis Leroux, il y a aussi Demen Tabibou, où il va falloir vraiment qu'il se révèle cette année, parce qu'avec son contrat qui se termine soit dans 1 an, soit dans 2 ans, faut espérer qu'il se révèle enfin cette année. Bon, derrière, il y a Bamet Deuf qui arrive, qui est très prometteur. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Louis Mouton? Bon, je ne sais pas trop. Visiblement, la direction nantaise et peut-être Luis Castro lui-même souhaite avoir ce profil-là. Je vais pas mentir, c'est pas le joueur que j'ai le plus vu parce que certes j'ai regardé les matchs de Saint-Etienne, mais il n'était pas toujours titulaire. Notamment en fin de saison, j'ai plus vu Mouefek que lui d'ailleurs. Bon, je sais pas trop. Peut-être dans un contexte différent, il peut se plaire. Ça reste un jeune joueur de 23 ans, 1m80. C'est pas le joueur le plus fâché avec le ballon non plus. Mais bon, en remplacement de Pedro Chirivella, je sais pas trop quoi en penser, je suis moyen emballé, je préférais que Nantes se concentre peut-être davantage sur le vrai chantier qui pour moi va être la défense centrale, parce que si tu perds Palois, si tu perds Nathan Zézé, que Jean-Charles Castelletto a déjà la tête ailleurs depuis 2 ans, que Seydouceau va repartir à Strasbourg, bah tu fais le bilan, et bah là en défense centrale pour l'instant, bah c'est les jeunes U19 là pour l'instant qui sont titulaires dans la défense centrale nantaise, parce qu'on a quasiment plus personne d'autre. Donc voilà, Louis Mouton, je suis moyen emballé, à voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ce premier épisode du Journal du Mercato nantais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.